Je remercie donc les organisateurs de ce colloque qui m'ont permis de reprendre la réflexion sur Foucault à l'endroit précis où je l'avais laissé, c'est-à-dire ce que j'estimais être sa palinodie ultime dans ses derniers ouvrages, Usage des plaisirs et Souci de soi. Je ne comprenais pas ce changement radical dans la pensée foucaldienne. Je m'étais bornée à le constater sans chercher à l'interpréter. Palinodie, donc, qui me semblait s'exercer sur 3 champs, c'est-à-dire la position du sujet, bien sûr, les stratégies énonciatives. Tout à coup, on enjoint au sujet de se transformer lui-même. Vous m'entendez bien? Oui. Le rapport à l'histoire, donc, qui est davantage de l'ordre, qui met complètement à plat la question du discontinu. Et surtout, la position d'herméneute, qui est nouvelle chez moi, délaissant tout à fait l'archéologie. Posture que je ne comprenais absolument pas. Donc, je reprends aujourd'hui cette réflexion sur son enseignement en me disant que je ne suis pas loin de croire, après avoir fait l'exercice, que ce Foucault des derniers temps, transformé sous mes yeux en herméneute, se réclamait de la tradition philosophique. Je vais donc retourner du côté de la philosophie. Se réclamait de cette tradition, lui qui pourtant s'était ingénié à en pervertir les paramètres, un peu comme si le professeur avait gagné sur le chercheur. Vous allez voir comment ça se passe. J'ai donc l'intention d'examiner avec vous aujourd'hui la dernière session de cours de Michel Foucault au Collège de France, quelques mois avant son décès en juin 1984. La transmission, donc, des enregistrements sonores de ces 9 leçons est parue chez Seuil Gallimard en janvier 2009 sous le titre de « Le courage de la vérité », l'édition qui a été préparée par François Ewald et Alessandro Fontana par Frédéric Gros. Mon exposé d'aujourd'hui, donc, se déroulera en 3 moments, décidément. On est foucaldien un jour, foucaldien toujours. Premier moment, l'élaboration d'un objet de savoir. On va examiner les singularités de la parésia. Qu'est-ce que la parésia? C'est l'objet du cours de ce dernier cours de Foucault. C'est une des modalités du dire vrai. L'élaboration donc d'un objet de savoir, les singularités de cette parésia avec le corpus examiné essentiellement des auctoritates. Les modalités de l'enseignement, dans un deuxième moment, mise en scène de soi en professeur, son propre dire vrai, il y a quelque chose de très émouvant là-dedans, les rapports à l'auditoire, puis pourtant je ne suis pas portée à l'émotion en ce qui concerne Foucault, mais c'est autre chose, et la tradition, la question de la tradition dans cet enseignement-là. Et un troisième moment qui sera une courte conclusion, ironie socratique ou stylisation de l'existence, la vraie vie cynique, selon les cyniques, et le testament philosophique de Foucault. J'avais préparé très brièvement un exemplier que je pensais passer à l'écran, mais on n'a pas d'écran, on n'a que la parole. Précisons encore que ma lecture ne discute pas des notions mises en lumière par Foucault, pas plus qu'elle ne cherche un ancrage biographique à cette dernière parole publique, même si la piste peut être fort tentante, vous le comprendrez. Ce qui va retenir mon attention, ce sont bien davantage les stratégies discursives de Michel Foucault en professeur. Derrière l'apparente neutralité stylistique, qui dépouille son enseignement de toutes les aspérités d'une écriture foncièrement textuelle, ce que je m'étais acharnée à montrer dans mon ouvrage, se découvre donc derrière cette apparente neutralité une solide architecture conceptuelle qui va permettre de redonner un fondement éthique à sa pensée, ce qui est tout à fait nouveau chez Foucault. L'élaboration d'un objet de savoir, donc. Ce dernier cours de Foucault poursuit une réflexion sur le dire vrai, amorcée depuis ses tout premiers travaux archéologiques, mais qui s'est infléchie au fil du temps vers une herméneutique de l'archive qui semble à première vue soustraire les textes examinés aux régulations d'une pratique discursive. Au fil des 9 leçons, il va examiner la notion de parésia, définie comme une des modalités du dire vrai, telle qu'on la conçoit chez Socrate et Platon, chez les cyniques et dans les textes pré-chrétiens. Le point de départ de la réflexion, amorcé lors de ses cours de l'année précédente, pose la parésia en ces termes. Vous l'avez sous les yeux, là. La parésia est donc, en 2 mots, le courage de la vérité chez celui qui parle et prend le risque de dire, en dépit de tout, toute la vérité qu'il pense,
mais c'est aussi le courage de l'interlocuteur qui accepte de recevoir comme vraie la vérité blessante qu'il entend. Dans un premier temps, l'étude de la parésia est présentée comme une analyse historique des pratiques du dire vrai sur soi-même, à l'origine de bon nombre de formes culturellement reconnues et typées, que ce soit par exemple l'aveu, la confession, l'examen de conscience, etc., qui vont se cristalliser en des couples célèbres, dit Foucault, soit le pénitent et son confesseur, l'analyste et le psychanalyse, le malade et le psychiatre, etc. Je vous lis un extrait qui permet de sentir la fluidité du propos de Foucault, son style pédagogique en quelque sorte, en même temps qu'il précise l'orientation du cours qui débute. Je vais essayer de prendre l'intonation de Foucault, même si ça ne fonctionne pas, je le sais bien. Seulement voilà, en étudiant dans cette perspective, comme préhistoire de ces couples célèbres, cette pratique parésiastique, je me suis aperçue à nouveau de quelque chose qui m'a un peu surpris et que je n'avais pas prévu. Aussi importante que soit cette notion de parésia dans le domaine de la direction de conscience, du guidage spirituel, du conseil d'âme, aussi importante qu'elle soit, surtout dans la littérature hellénistique et romaine, on ne peut pas ne pas reconnaître que son origine est ailleurs et que ce n'est pas essentiellement, fondamentalement, premièrement, dans cette pratique du guidage spirituel qu'on la voit apparaître. La notion de parésia est d'abord, fondamentalement, une notion politique. On a senti un peu le souffle foucaldien malgré tout. Comment donc s'est opéré le passage du politique à l'éthique? Comment est-on passé de la prise de parole politique au dire vrai sur soi? Tel sera donc l'objet du cours de cette année 84, présenté comme une réflexion en acte qui se ramifie au fil des années et au gré des lectures. Qualifié par Foucault de trip gréco-latin, cet enseignement, dans les faits, va explorer un corpus d'une cinquantaine de textes canoniques en privilégiant une dizaine de textes qui traitent expressément de la parésia. Je vous en nomme quelques-uns, là, ça va de Philodème en passant par Plutarque jusqu'à Aristote, bien sûr, Démosthène et enfin Platon, le Laquès et l'apologie de Socrate, bien sûr. D'une séance à l'autre, l'érudition, par la citation expresse, la paraphrase, les commentaires étymologiques, l'étude de personnages et celle des dramatisations, l'érudition donc s'incarne dans une sorte de récit constamment relancé, où l'auctoritatis est appréhendée avec minutie, respect, circonspection. Un tel traitement de l'archive est singulier dans l'œuvre foucaldienne. Je m'en étais étonnée, comme je vous le disais, à la lecture de ces derniers ouvrages, et je le retrouve ici comme un substrat méthodologique fondamental. Mon étonnement, vous le comprendrez, tenait au fait que l'archéologie pratiquée par Foucault jusqu'alors supposait un traitement spécifique de l'archive sous forme de mise en série, d'identification de régulation interne, de remise en question des schèmes habituels que sont essentiellement la signification, l'originalité, l'unité et la création. Ici, rien de tel. Au contraire, l'archive convoquée donne lieu à un examen minutieux qui s'apparente étrangement à la pratique du commentaire si souvent décriée par Foucault. À la rigueur, cette nouvelle manière pouvait ne tenir qu'à la spécificité de l'archive concernée, qui exige un souci terminologique constant, ne serait-ce que pour dissiper les ambiguïtés de la traduction. Cependant, l'omniprésence de cette attention minutieuse au vocabulaire, greffée à une lecture qui cherche constamment le sens des textes, apparente davantage l'exercice à l'analyse traditionnelle qu'à l'archéologie. Là où l'archéologie considérait le discours d'une époque comme un volume complexe, qu'il s'agissait de reformer en série, la pratique ici en œuvre relève plutôt de l'explication scolastique. Certes, les récits foucaldiens ont toujours sollicité des textes. Toutefois, le sens du discours n'était jamais recherché dans les textes eux-mêmes, mais bien dans leur réinscription dans un système construit. Le discours de l'Antiquité, tel que présenté dans le Courage de la vérité, apparaît comme un champ de discours non théorisé, jamais reconstruit autrement qu'en termes de filiation conceptuelle. Ce changement de niveau d'analyse, Foucault le revendique expressément lorsqu'il remet en perspective l'ensemble de ses travaux. Sans s'appesantir, il oppose, c'est bien le terme qu'il emploie,
Ses recherches antérieures, qualifiées d'analyse épistémologique, ce qui est certes pas faux, et ses travaux actuels qui, dit-il, étudient les formes aléturgiques en précisant que l'aléturgie serait étymologiquement la production de la vérité, l'acte par lequel la vérité se manifeste. On a là une espèce de position radicale qui oppose les travaux antérieurs aux travaux actuels. Un pareil souci de cohérence, pour légitime qu'il soit, masque toutefois le caractère novateur de la préoccupation éthique qui sous-tend désormais sa réflexion. Pierangelo Di Vittorio, dans un article intitulé « Une autre chance pour la philosophie », qui salue l'apparition du courage de la vérité, reconnaît ce tournant majeur et le commente en ces termes. Je vous traduis, là. En fait, il explique que c'est lors d'un séjour américain que Foucault, tout à coup, a pris connaissance de ce qui s'amorce, c'est-à-dire cette culture narcissique, etc., et l'aurait expressément reconverti immédiatement dès l'année suivante dans ses cours. Je le cite, « Souci de soi, mode de conduite, style de vie, esthétique de l'existence. Depuis une trentaine d'années, ces thèmes sont devenus des mots d'ordre incontournables. Le moins qu'on puisse dire est que Foucault a aperçu tout de suite qu'un nouveau champ de bataille était en train de s'ouvrir dans le monde occidental et qu'au centre de cette bataille, il y avait précisément le soi, la subjectivité, ou si on préfère, l'âme. » Fin de la citation. Le chantre du décentrement du sujet, donc, question qu'il avait, avec quelques autres, propulsé à l'avant-scène médiatique, inverse le mécanisme et se met à l'étude des formes de subjectivité. Le point d'aboutissement de cette réflexion sera l'examen des modalités du dire vrai. Sa typologie des styles de véridiction dans la culture antique distingue 4 modalités essentielles. Le dire vrai de la parésia, qui s'oppose terme à terme à chacun des autres, on connaît la manière foucaldienne. Le dire vrai prophétique, celui du prophète, qui transmet la parole du Dieu sous forme d'énigme. Le dire vrai de la sagesse, celui du sage qui ne parle que s'il est sollicité. Et enfin, le dire vrai de la techné, du professeur, qui va nous permettre donc d'amorcer le deuxième moment de mon exposé, à savoir les modalités de l'enseignement foucaldien. On a souvent invoqué la théâtralisation de son enseignement, qu'il était d'ailleurs le premier à déplorer, au sens où il avait l'impression d'avoir un rapport d'acteur ou d'acrobate avec les gens qui sont là, et une sensation de solitude totale. En situant son propre exercice professoral sous l'ordre du dire vrai, il installe au cœur même de son discours une représentation de l'acte pédagogique qui vient assouplir, me semble-t-il, le rituel institutionnel. Vous l'avez sous les yeux. Mais ce professeur, cet homme de la techné, du savoir-faire et de l'enseignement, dans cette transmission du savoir, dans ce dire vrai qu'il a lui-même reçu et va transmettre, on voit bien, et c'est ce qui fait sa différence d'avec le parésiaste, qu'il ne prend aucun risque. Tout le monde sait, et moi le premier, que nul n'a besoin d'être courageux pour enseigner. Je modaliserai, mais bon. Au contraire, celui qui enseigne noue, ou en tout cas espère, ou désire parfois nouer entre lui-même et celui ou ceux qui l'écoutent un lien qui est celui du savoir commun, de l'héritage, de la tradition, lien qui peut être aussi celui de la reconnaissance personnelle ou de l'amitié. En tout cas, dans ce dire vrai, une filiation s'établit dans l'ordre du savoir. Fin de la citation. La mise en scène de soi comme détenteur d'un savoir à transmettre va bien au-delà, il me semble, d'une modestie rhétorique. Je crois y lire un authentique appel à l'autre qui va être constamment réactualisé à la faveur de l'interpellation directe. Le discours est de fait truffé de sollicitations du destinataire, formulées de manière à le faire participer au déroulement argumentatif. Le rapport à l'auditoire se construit en outre à même tout un éventail de procédés qui manifestent un réel souci d'être entendu. Des synthèses ponctuent le propos, lui-même décliné à la faveur d'adverbes dominaux. Premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. On ne dépasse jamais 3 par contre. Des reprises, des relances et des annonces, des mises en contexte et des conclusions directement adressées inscrivent dans le discours même l'architecture de la démonstration. Certes, il s'agit toujours d'une parole magistrale, d'un monologue, assumé par un jeu omniprésent, mais qui prend toutes sortes de visages.
Celui très émouvant lorsqu'on sait qu'il va mourir dans 3 mois, de l'homme malade, qui s'excuse d'avoir dû reporter son premier cours, qui dit d'entrée de jeu « Je ne sais pas jusqu'à quand je ferai des cours publics, alors embarquons ». Celui du pédagogue, qui objective sa pratique en affirmant, par exemple, « La pédagogie, les règles de tout enseignement devraient m'amener à vous parler maintenant du cynisme tel qu'on peut le repérer dans les textes anciens. Je vais faire en fait le contraire. » Et ça, c'est fréquent. Et troisième visage, celui de l'herméneute, enfin, qui réinterprète les textes tout en déplorant constamment son incompétence étymologique. Un exemple parmi tant d'autres à propos des derniers mots de Socrate, qui sont « Payez la dette, n'oubliez pas ». Je cite Foucault, « La répétition positif-négatif, faites cette chose et ne faites pas le contraire, est une forme rhétorique traditionnelle en grec. Il n'en reste pas moins que, comme souvent chez les Grecs et très souvent chez Platon, l'utilisation d'une forme rhétorique courante peut être surchargée de significations supplémentaires et parfois essentielles. » Pour moi, là, Foucault ouvre un abîme de perplexité en jouant de ce discours-là. La mise en scène réitérée de ces 3 aspects étroitement imbriqués, l'homme, le pédagogue et l'herméneute, sollicite la participation de l'auditeur à une forme de communauté de savoir, c'est l'époque, construite dans et par le discours, et accorde une fonction privilégiée à celui qui vient écouter la leçon, calquée sur le modèle antique du rapport du maître à l'élève. Et là, Foucault renvoie à Épictète et met en scène la question de l'élève qui vient voir le maître, non pas pour savoir comment réfuter un sophiste, mais bien pour avoir du secours, de l'aide, etc. L'idée de service qu'on peut aisément mettre en regard du dire vrai du professeur court en filigrane dans le courage de la vérité et se conforte dans le discours sur le mode d'une filiation intellectuelle, alors que bon nombre de pistes de recherche sont déblayées et proposées à l'auditoire très généreusement par Foucault. Cette communauté interprétative idéale s'appuie néanmoins sur un seul garant. De fait, Foucault prend aisément figure de magistère, déchiffrant les textes en une sorte de tête-à-tête qui tient à l'écart toute sédimentation critique. Une image vient spontanément à l'esprit, le montrant s'avançant seul vers l'archive, découvrant les textes dans leur originalité première. À l'exception de la proposition de Dumézil, et sur laquelle nous reviendrons à l'instant, nulle autre référence ne viendra assurer l'arrière-plan théorique ou méthodologique du cours. On imagine pourtant aisément les sommes colossales d'érudition engendrées par le corpus retenu. Foucault n'examine pas ici quelques textes obscurs, tels ses capitulaires inédits, ses arrêtés disciplinaires ou autres planches de botanique dont il est d'ordinaire si friand, exhumés de l'archive et vierges là, de toute saisie préalable. Mais, comme il le dit lui-même, il s'intéresse au fondement de la philosophie occidentale. Et il le fait, j'ai envie de dire, presque à main nue et à visage découvert. Comment lire cette manière de s'attaquer sans filet aux matériaux premiers, sans autre médiation que celle des traductions qui lui donnent accès au texte, comme une volonté de renouveler l'histoire de la philosophie, comme une assomption d'autorité d'un chercheur confirmé qui joue l'audace contre la tradition? La question de la tradition dans l'enseignement de la philosophie, telle que décrite par Foucault lui-même, pourrait amener une réponse. Après avoir décortiqué en les opposant ce qu'il nomme les modes de traditionnalité, il va montrer leur impossibilité contemporaine. Pour l'essentiel, il en retient 2, la traditionnalité d'existence, caractéristique du cynisme, et la traditionnalité doctrinale, liée aux paroles d'Aristote, de Platon et des stoïques. Ainsi, alors que ces derniers réactualisent un noyau de pensée oublié et méconnu pour en faire un principe d'autorité doctrinale, les cyniques, à l'inverse, ne se soucient pas tellement d'enseigner une doctrine, mais de transmettre des schémas de vie, des modèles de comportement et des matrices d'attitude en faisant jouer le récit, l'anecdote, l'exemple. Tout le cours de Foucault est monté sur ce modèle-là. Il va donc puiser à même cet héritage cynique pour suggérer une autre manière d'enseigner la philosophie, qui serait cette fois un mode d'être et une forme à la fois d'éthique et d'héroïsme. Nous sommes bien près là d'une sorte de testament
dans la mesure où son propre enseignement, dans le courage de la vérité, relève d'une telle histoire des styles de vie. Ainsi, par exemple, va-t-il suggérer, à titre d'hypothèse, l'existence d'un cynisme transhistorique, alors qu'il reconnaît des schémas cyniques dans les organisations religieuses, dans les révolutions politiques et jusque dans l'art moderne. La démonstration, à mon sens, ne convainc pas tout à fait, mais l'inscription d'une traditionnalité d'existence est astucieuse et Foucault aime l'audace qui permet de penser autrement. Il va apprécier cette audace, notamment chez Dumézil, salué comme un génie, et ce qui est très rare. À l'époque du cours, Dumézil fait paraître un ouvrage intitulé « Le moine noir en gris de Danvarène », ouvrage constitué de 2 parties, l'une consacrée à Nostradamus, voyez l'écart, et l'autre intitulée « Divertissement sur les dernières paroles de Socrate ». On connaît ces dernières paroles rapportées dans le Phédon. Crie-t-on, nous devons un coq à Asclépios. Payez ma dette, n'oubliez pas. Foucault affirme que cette dernière parole de Socrate est toujours restée une sorte de tache aveugle, de point énigmatique dans l'histoire de la philosophie. Dieu sait, dit-il, si tous les textes de Platon ont été commentés dans tous les sens. Il s'avère néanmoins que cette dernière parole de Socrate, de celui qui a fondé tout de même la philosophie occidentale, répète-t-il, est restée sans explication dans son étrange banalité. Et Dumézil vint. Après avoir dressé un inventaire des interprétations de ces paroles énigmatiques, Foucault montre que seul Dumézil a trouvé la solution. Si on doit bien un coq à Esculape pour le remercier d'une guérison, il ne s'agit pas ici de la guérison du corps, mais bien de la guérison d'un autre mal, celui d'un raisonnement faux. Je cite, « La guérison dont parle Socrate fait ici partie de toutes ces activités par lesquelles on s'occupe de quelqu'un, on le soigne s'il est malade, on l'aide à découvrir quelles sont les opinions vraies qu'il faut suivre et les opinions fausses dont il faut se garder, ce par quoi on le nourrit de discours vrais. » Ce déplacement d'accent, on comprend qu'il soit allé chercher Dumézil, bien sûr, ce déplacement d'accent sert bien le propos de Foucault en lui permettant de recatégoriser la célèbre formule sous le thème de la parésia. Mais il y a plus. Comme s'il s'inspirait de l'audace de Dumézil, Foucault va tenter le même coup avec le Laquès de Platon. Frédéric Gros montre bien comment cet ouvrage s'imposait, puisqu'il s'agit là d'un rare texte de philosophie entièrement consacré au courage. Mais si le choix de l'ouvrage n'est pas surprenant, dit Gros, le parti pris de lecture l'est davantage. Déplacement donc, des accents, ça c'est tout à fait dans la manière foucaldienne. En effet, dit Gros, alors que la grande majorité des commentateurs s'étaient surtout attachés à l'étude du corps central du texte, Foucault s'intéresse exclusivement au début du dialogue et à son final, c'est-à-dire à ce qui avait été considéré par beaucoup comme relevant de la mise en scène anecdotique. Ce découpage lui permet, l'accent étant mis à nouveau sur la parésia, de n'envisager comme courage que celui qui soutient un dire vrai et surtout un style d'existence. Entre tradition et innovation, Foucault met en balance la philosophie comme domaine discursif, corps de connaissances constitué, et la philosophie comme épreuve et attitude. Et c'est précisément cette remarque-là qui nous amène à la conclusion. Ironie socratique ou stylisation de l'existence. Le dire vrai de Foucault en professeur va bien au-delà de la stricte transmission d'un savoir reçu. On l'a vu, toute l'entreprise consiste à réévaluer cet héritage, à le repenser autrement et à lui redonner une nouvelle pertinence. Son enseignement fait ainsi le pont, par le biais du souci de soi, entre d'une part la doctrine socratique, où la parésia consiste à dire la vérité à celui qu'on veut aider, et l'attitude des cyniques, où la parésia correspond au courage de manifester, envers et contre tout, la vérité sur soi-même. Dans les deux cas, l'altérité est au cœur du dispositif. Au sens de Foucault, il ne peut y avoir de vérité que dans la forme de l'autre monde, la posture socratique, ou de la vie autre, la posture cynique. La vérité, ce n'est jamais le même, dit Foucault. Le cours de Foucault s'inscrit expressément dans ce sillage. Le bios philosophicos des cyniques doit s'entendre comme une stylisation de l'existence,
l'adoption d'une vraie vie comme critique permanente du monde. En ce sens, Foucault ne se sera jamais dérobé à la tâche, reprenant à son compte le rapport entre, je le cite, le souci sans doute archaïque, ancien, traditionnel dans la culture grecque, d'une existence belle, d'une existence éclatante, d'une existence mémorable, et la préoccupation du dire vrai. Fin de la citation. Toute l'œuvre de Foucault, tous ses dits et écrits relèvent d'une telle articulation. Il ne s'agit pas pour autant d'en faire un cynique, ce qui relèverait d'un contresens, dans la mesure où il a lui-même montré que le cynisme était une dramatisation, une grimace, dit-il, une inversion des modalités de la vraie vie selon les anciens. Doit-on pour autant en faire une figure socratique, comme le propose Henri de Montvallier, pour qui il semble pertinent de lire les leçons sur Socrate comme une sorte de mise en abîme de la position de Foucault lui-même à ce moment de son existence. Il y a une émotion certaine à lire la figure de Socrate à l'agonie élaborée par Foucault, alors qu'il est lui-même au terme de sa vie et qu'il le pressent, et surtout que nous le savons. Mais j'hésiterais à y voir un quelconque testament qui le ferait inscrire sa propre légende dans les traces de la légende de Socrate. Tout au contraire, sa relecture de Socrate l'arrache aux stéréotypes et en fait le socle d'une autre possibilité pour l'histoire de la philosophie, non plus doctrinale, mais éthique. Je préfère de loin l'image de Foucault en grand intellectuel désinvolte, qui sait jouer d'ironie, et je cite, « Voilà, alors cette fois promis, j'ai terminé avec Socrate. Il faut bien, comme professeur de philosophie, avoir fait au moins une fois dans sa vie un cours sur Socrate et la mort de Socrate. C'est fait. Salvate animam meam. » Merci.